Bonsoir à toutes et à tous. Elle est la première femme à occuper ce poste en Côte d'Ivoire. Chantal Nanaba est la nouvelle présidente de la Cour constitutionnelle. Elle a prêté serment ce lundi et s'est engagée à remplir sa mission en toute impartialité. Ils ne sont même pas 1% à avoir déposé leur dossier de candidature pour les élections locales. La CEI rappelle que les dépôts se terminent dans 48 heures et qu'il n'y aura pas de report de la date butoir, vous le verrez. C'est une page dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'elle vient d'écrire en prêtant serment ce matin. Chantal Nanaba est la première femme présidente du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, magistrate hors hiérarchie. Elle s'est engagée devant le président Alassane Ouattara à fidèlement remplir sa fonction. Les précisions de Pierre Dipomélin et Tanguy Conin. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution. Chantal Nanaba, la nouvelle présidente du Conseil constitutionnel, s'est engagée à bien et fidèlement remplir sa fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de ses fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politiques, économiques et sociaux, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel, selon la formule consacrée du serment qu'elle a prêté devant le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État a salué les mérites d'une magistrate brillante qui, pour la première fois de l'histoire de la Côte d'Ivoire, se hisse à la tête d'une juridiction constitutionnelle coutumièrement tenue par les hommes. Au regard de votre brillante carrière de magistrat, de vos qualités professionnelles, mais également des hautes fonctions que vous avez occupées, je n'ai aucun doute que vous saurez assumer avec compétence, intégrité, rigueur et dévouement vos fonctions à la tête du Conseil constitutionnel. Je vous exhorte à faire en sorte que votre action contribue à renforcer le prestige et l'efficacité de cette institution, dont le rôle majeur dans la régulation des pouvoirs publics, la consolidation de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays n'est plus à démontrer. Le président de la République Alassane Ouattara n'a pas manqué de rendre hommage à son prédécesseur, Koné Mamadou, et à la mémoire de Romain Francis Vanga-Vaudier, premier constitutionnaliste du pays. Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements à votre prédécesseur, M. Mamadou Koné, magistrat reconnu et respecté pour son importante action à la tête du Conseil constitutionnel. Et dans quelques semaines, je me propose de lui confier une autre responsabilité importante. Je suis convaincu que vous trouverez en lui une source d'inspiration, un modèle. J'ai une pensée pour le professeur Francis Vaudier, mon ami, ancien président du Conseil constitutionnel, qui nous a quittés récemment. La Côte d'Ivoire perd en lui un éminent juriste, je crois le premier constitutionnaliste de notre pays. Nommée par décret présidentiel le 9 mai 2023, Chantal Nanaba devient la première femme à la tête du Conseil constitutionnel. Elle est magistrate hors hiérarchie, groupe A, échelon unique. Elle va exercer cette fonction pour une durée de 6 ans. La prise de fonction, effective, se fera le 21 juillet prochain. Dans l'actualité politique, à J-2 de la fermeture des dépôts de candidature pour les élections locales, la CEI n'a réceptionné que 35 dossiers sur 232 circonscriptions. Elle exhorte les candidats ce lundi à se dépêcher car la date butoir ne sera pas reportée. Le reportage de Timé Danger et Kimo Eric. Arrière-cour de la CEI, commission électorale indépendante. Une dizaine de box aménagées pour recevoir les dossiers de candidature aux élections locales. À l'intérieur, pas d'affluence.
Parmi les rares candidats à se signaler pour le dépôt du dossier de candidature, c'est Indépendant qui frappe aux portes de la mairie de Rubino. Tous les éléments constitutifs du dossier, dont le quota de 30% de femmes sur la liste de 32 conseillers municipaux, sont scrutés avec minutie. À terme, le candidat reçoit son récépissé de dépôt. À quelques pas de là, cet autre candidat indépendant à l'assaut de la mairie de Ouagaïo. Même mode opératoire, une fois bouclé, le récépissé lui est remis. Pour le candidat, un parcours du combattant s'achève sur la route de son ambition d'être le prochain maire de Ouagaïo, où il doit croiser le fer avec les candidats des grands partis, notamment le PDCI, le PPACI et le RHDP. Je suis très heureux parce que ça a été un parcours de combattant. Donc le fait de venir déposer, c'est déjà une victoire. Et ma liste s'appelle Victoire. Je pense qu'au 2 septembre, on aura la victoire. Quelques semaines après l'ouverture de l'enregistrement des candidats, la moisson s'annonce en deçà des attentes. À quelques 48 heures de la date butoir, la CEI interpelle les prétendants aux élections locales de septembre prochain. Les partis politiques et les candidats indépendants s'attellent à venir nous voir, mais ils viennent à pas des sénateurs. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons 35 dossiers qui ont été déposés. La date butoir, au jour d'aujourd'hui, demeure le 19, comme annoncé. Et c'est pour cela que je les invite incessamment à réunir les pièces constitutives pour venir les déposer. Nos box sont là, nos agents les attendent et je pense que le plus tôt serait le mieux. Les élections locales auront lieu dans 232 circonscriptions, dans 201 communes et 31 régions. Pour l'heure, sur les 35 dossiers déposés, 34 concernent les mairies et une pour les régions. Où vont les déchets sanitaires, seringues, coton, gants utilisés dans les hôpitaux? Quelle collecte et surtout quel traitement? Le reportage de Moussa Nikema, Tanguy Conan et Evan Yao. Seringues, gants, coton, tant de déchets qui se retrouvent dans les poubelles après l'administration de soins de santé. Des ordures qui sont une menace sur la santé des patients, mais aussi du personnel soignant. La gestion des déchets sanitaires fait partie des soins administrés aux patients parce qu'il ne suffit pas de faire les soins et de jeter les déchets n'importe où. Alors, quand nous gérons bien les déchets, nous évitons qu'un malade qui rentre à l'hôpital ressorte avec une autre maladie avec laquelle elle n'est pas venue. Mais après, où vont ces déchets? Comment sont-ils traités? Spécialisée dans le traitement des déchets sanitaires, Elston en traite environ 18 tonnes par mois. Couleur rouge pour tout ce qui est déchets médicaux infectieux. Couleur jaune pour tout ce qui est objets piquants, coupants, tranchants. Et sac poubelle noir pour tout ce qui est ordures ménagères. Pour éviter effectivement que les déchets biomédicaux se retrouvent dans les ordures ménagères. Nous procédons à l'enlèvement du déchet qui est convoyé dans un véhicule spécialisé et typique pour ça. On arrive sur notre site d'incinération. Au terme de l'incinération, pour ce qui concerne nos machines, nous avons des résidus de tout au plus 3% du volume qui a été déposé au sein de la machine. Sur le terrain, des opérateurs qui assurent le traitement des déchets à travers des incinérateurs de dernière génération. Par jour, on peut mettre jusqu'à 75 kg par heure. Donc c'est par cycle. Et quand vous mettez un jet de 75 kg, on a jusqu'à 1 heure. On se repose. Après ça, pendant les 5 heures, là, vous allez atteindre les 300. La cendre peut être utilisée comme déchet ménager, c'est-à-dire être jetée. Mais nous sommes en train de voir dans quelle mesure aujourd'hui recycler cette cendre-là. Sur le territoire national, c'est plus de 9500 tonnes de déchets traités chaque année sous la supervision de la Direction de l'hygiène publique, de la santé et de l'environnement. Et avec les évolutions, des perspectives sont aussi en vue. Nous avons en perspective de gérer nos déchets de façon écologiquement rationnelle. Il y a la politique de la polarisation et de la contractualisation. Et nous voulons nous acheminer vers une gestion des déchets de moins en moins polluante. Mais également, ils seront même, je dirais, revalorisés pour qu'on puisse les utiliser dans le circuit des établissements en énergie. Les déchets sanitaires peuvent représenter un véritable risque de santé si la gestion n'est pas efficace. La vision, selon Dr Nyagne, est d'améliorer les conditions de traitement de ces ordures
dans les centres de santé à travers des incinérateurs de grande capacité et de nouvelles méthodes de traitement qui sont en élaboration. Depuis l'interdiction de la pêche dans les eaux ivoiriennes pour préserver les stocks de poissons et favoriser leur reproduction, la mesure est-elle respectée dans les villes côtières à l'intérieur du pays où la pêche est essentielle pour les habitants? Leur reportage de Mardoché Kwasi et Zécré Joseph. Première étape de notre périple, campement Esso, à quelques encablures de la localité de Jacquesville. Ici, la vie s'est presque arrêtée depuis la fermeture des pêches. Cette activité étant la seule raison d'être de ce campement. Si certains se tournent les pouces, d'autres par contre en profitent pour réparer leur matériel de travail. Dans le temps avant là même, il y avait beaucoup de poissons. Une fois que tu mets filet là même, tu vas mettre une seule fois et puis c'est fini. Mais cette fois-ci, tu es obligé de mettre plusieurs fois parce qu'il n'y en a pas assez. Nous, on a constaté que ce n'est pas comme avant. Après la fermeture, je pense que la production sera meilleure. C'est ce qu'on espère. Même ambiance à Laou Panda, non loin de Grand Laou. Dans ce village, qui vit au rythme de la pêche, ce n'est pas non plus l'ambiance des grands jours. La mesure de fermeture des pêches, bien que comprise, a complètement paralysé la vie économique du village. Les jeunes, comme ça, quand ils vont sur l'eau, c'est là ils ont l'argent. Quand tu vas tes petits trucs, ça marche. Maintenant, personne ne va sur l'eau. Tout est bloqué, tout est dur même. Tout le monde pleure. On est obligé d'accepter parce qu'on dit c'est nous maintenant bien. Demain, on va rire. C'est de commun accord, nous les acteurs et l'État de Côte d'Ivoire. Puisque nous savons qu'à partir de mai, juin, juillet, c'est la grande saison pluvieuse. Nous sommes dans une période de la marée blanche. Voilà, la lune est sortie. Donc en réalité, quand la lune sort, même nous-mêmes, on ne va pas à la pêche. Donc l'impact n'est pas trop. Le repos biologique nous arrange parce qu'on voit que la mer est calme, il n'y a pas de navire, donc les poissons peuvent s'amuser. Et quand on va reprendre en août, je crois qu'on va faire une bonne marée. Au port de pêche de la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire également, c'est le calme plat. Les pêcheurs et mareyeurs de San Pedro attendent impatiemment la fin du mois de juillet pour regagner la mer et leur box de vente de poissons. Pour eux, cette mesure, bien que salutaire, aurait eu moins de conséquences si elle avait été mieux préparée. Ça est en train de nous causer beaucoup de problèmes, mais c'est pour un lendemain meilleur. Donc nous l'acceptons avec bonne foi. Ce que nous souhaiterions, si on pouvait envoyer le repos biologique dans le mois de juin, ça allait nous arranger. Parce que là, nous nous reposons pour réparer nos filets et nos pirogues. Les poissons qui sortaient les autres années, ça fait 3 ans, ce poisson n'en voit plus. Donc si l'État a pris mesure, on est très contents pour ces mesures que l'État a pris. Mais on ne nous a pas préparé. Il y a des femmes, s'ils ne vendent pas là, ils ne mangent pas. C'est pourquoi ils disent que c'est dur. Or, si on nous avait prévenus, chacun de nous allait se préparer. La mesure de fermeture des pêches est entrée en vigueur depuis le 1er juillet dernier. Elle vise, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, à préserver les stocks des espèces de poissons et à garantir leur reconstitution dans des conditions naturelles normales. Une mesure comprise et suivie par les acteurs de la pêche de l'intérieur du pays qui espèrent un meilleur accompagnement pour les prochaines fermetures. C'est officiel, le PPACI et le PDCI ont un accord. Les deux partis d'opposition iront aux élections régionales dans le Haut-Sassandra ensemble avec Stéphane Kipré et Alphonse Djedjemadji en tête de liste. Les détails de Timé Dongé et Kimo Eric. Alphonse Djedjemadji et Stéphane Kipré, désormais main dans la main, aux élections régionales dans le Haut-Sassandra. Désignés par leurs partis respectifs, les deux s'unissent. Face à la presse, enjeux et attentes de la liste unique pour aborder ce scrutin sont déclinés. La liste du PPACI et du PDCI-RDA veut proposer à l'électorat du Haut-Sassandra un programme de développement, l'avènement de la paix, l'avènement de la fraternité. Les partis politiques nous donnent des visions, mais il y a un engagement personnel. Donc c'est d'abord l'engagement personnel que j'ai eu pour la région qui m'amène à accepter de pouvoir me mettre sur cette liste commune et avec fierté de servir aux côtés du professeur Alphonse Djedjemadji pour les 5 années prochaines qui viennent. Aucune ambition ne doit être au-dessus de l'intérêt de nos populations. Avant le terrain, pour faire triompher la liste unique de ces deux partis significatifs de l'opposition, la confiance est de mise. Au cœur de cet état d'esprit, le bilan du président sortant du conseil régional. Je nourris beaucoup d'espoir avec l'arrivée
du PPACI conduit par Stéphane Kipré pour que cette énergie de la jeunesse vienne booster le Haut-Sassandra vers nos ambitions, vers notre volonté de faire de cette région l'une des plus développées de notre pays. La future liste unique des deux cadres du PPACI et du PDCI va croiser le fer le 2 septembre prochain avec la liste du RHDP, parti au pouvoir, conduite par le ministre Mamadou Touré et un indépendant déclaré, Serge Kofi, ex-secrétaire général de la FESI. Et c'est les vacances, l'occasion pour découvrir avec les enfants les lieux culturels, notamment la Cava, comme nous le montre Bénédicte Silué dans ce reportage. Des statuettes, des sacs, des bracelets, des tableaux d'art, ce sont entre autres les articles proposés par le centre artisanal d'Abidjan Cava, un espace destiné à la vente d'objets d'art dans la commune de Trècheville. C'est ici que Adama Koulibaly et ses 400 collègues artisans, répartis respectivement dans 136 box, exposent et présentent leurs articles aux clients, qui sont majoritairement des touristes, venus des 4 coins du monde. Des clients qui se font de plus en plus rares, d'après lui. En ce moment, c'est un peu calme. On a moins de clients. Donc, plein viennent, ils regardent, mais ils n'achètent pas. Soit même il y a des cas qui peuvent venir, soit les touristes peuvent venir 4 cas comme ça. Donc, ils ne payent rien, ils viennent pour regarder. Espérant accueillir plus de monde lors de la Cannes, les artisans se préparent du mieux qu'ils peuvent. Les artisans travaillent, chaque jour que Dieu fait, on travaille. Et la devanture, si pour mettre les pavés, il faut que le sang soit un peu propre. Soit vous voyez, l'entretien, c'est nous-mêmes qui faisons ça. C'est les artisans eux-mêmes qui balayent le sang avec nos mecs moyens. Même vœu pour Pierrette, fabricant de poupées africaines, qui déplore les difficultés des artisans. Quand nous partons au marché aussi, les éléments que tu payais et puis maintenant le prix était un peu en bas, tout a augmenté. Donc du coup, si tu dois faire l'ancien prix, donc ça veut dire carrément tu es là, tu ne fais que travailler, mais tu n'es pas dedans. On a des idées, mais si les moyens ne sont pas suffisants, donc ça fait qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Pour les artisans, les gens n'aiment pas faire les prêts. Alors que les artisans aussi, il y a longtemps qu'ils travaillent, donc ils savent ce qui peut aller. Mais comme ils n'ont pas de prêts, ils sont toujours limités. Alors que s'ils ont des prêts, là ça peut gonfler, ça peut aller, mais c'est les prêts qui sont les problèmes. Parce qu'ils ne font pas confiance aux artisans. Il n'y a pas de sponsors. Les touristes sont heureux de découvrir ces magnifiques œuvres d'art et ne manquent pas d'en faire la promotion partout dans le monde. Je viens ici parce que c'est diversifié et puis comme je viens en vacances, donc pour faire des petits cadeaux, donc je profite pour encourager en fait nos artistes locaux, tant qu'à montrer à l'Occident un peu le savoir-faire de nos artistes d'ici. Moi, je suis une habituée de la Cava, je viens très souvent pour faire des cadeaux, pour me faire plaisir aussi. On trouve vraiment de tout, avec des belles pièces, voilà, à tous les budgets. Donc voilà, c'est un plaisir de venir à chaque fois. Si ce temple de l'art fondé en 1990 a besoin de plus d'attention, il faut reconnaître que la Cava arrive quand même à mettre en avant les richesses culturelles de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.